Bonjour tout le monde, Carlo Coccaro avec vous pour ce nouvel épisode de Cette semaine à l'école. Alors au Québec, les ministres de l'Éducation se succèdent à un rythme plutôt rapide. La dernière en poste, Maître Sonia Lebel, qui était récemment au Conseil du Trésor, est devenue la 12e ministre de l'Éducation en 20 ans. Et avec mon co-animateur Égide Royer, on va parler de ses principaux défis et des recommandations qu'on a à très court terme pour elle. En deuxième partie d'épisode, on a notre fameuse entrevue ministre d'un jour qui fait beaucoup jaser. Et cette semaine, on reçoit l'animatrice et comédienne et autrice qui a lancé sa biographie récemment, Patricia Paquin. Donc, j'ai hâte que vous entendiez ça parce qu'elle a des belles réformes à proposer. Sans plus attendre, allons retrouver Égide maintenant pour notre tour de table. Égide Royer, bonjour, merci d'être là. Comment ça va, Carlo? Ça va très bien. Comment a été ta semaine, Égide? Une semaine intéressante, là. J'ai beaucoup de suite. Ça a été la rentrée et par la suite, je travaille présentement sur une conférence importante que je vais donner aux parents du secondaire sur toute la question de la réussite ou comment améliorer la réussite de leurs jeunes au niveau du secondaire, les préparer au collégial. Et entre autres, je parle là-dedans de littératie financière, de santé mentale et de situation d'adaptation. L'autre élément, c'est évidemment qu'on va en parler tout à l'heure, ma 26e ministre de l'Éducation et sur lequel il va y avoir carrément un certain nombre de défis. Et un troisième élément qui apparaît intéressant, que j'ai porté beaucoup d'attention parce que je suis entre autres abonné au journal Le Monde, c'est le dépôt d'un rapport véritablement dévastateur qui a été à l'Assemblée nationale de France sur l'impact de TikTok auprès des jeunes. Et ça vaut la peine d'être lu. C'est le même TikTok que l'on a ici. Absolument. Les gens, ils m'en parlent beaucoup. On fait des directs avec l'organisme aidersonenfant.com auquel tu participes régulièrement, où les parents posent des questions. Et le thème du TDAH, le thème de l'attention, le thème des écrans, le thème des réseaux sociaux, des jeux vidéo revient tout le temps. Et les parents sont toujours extrêmement inquiets et du temps passé et des fois leurs enfants qui deviennent un peu comme des zombies avec les écrans. Ce que tu dis sur TikTok, je veux dire, beaucoup de gens ont peur de ça. Oui, ça va m'amener, de toute manière. J'ai fait une recherche au niveau des données les plus récentes et les manières de faire. Donc, j'ai un certain nombre de recommandations que je vais faire aux parents. Il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux. D'un autre côté, dépendamment de l'âge de notre jeune, 12 ans ou 17 ans, il y a une attitude différente de parents à prendre. On fait des directs ensemble cette année. On en fait 3 ou 4. J'invite les gens à aller voir les réseaux sociaux d'aidersonenfant.com. Il y a des trucs sur la persévérance qu'on fait ensemble et la réussite et la motivation. Les gens pourront venir te poser aussi des questions directement sur ces réseaux-là. Tour de table de l'actualité. Égide, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Bon, au niveau de l'actualité, je me suis moi-même retenu mon attention. J'avais donné une longue entrevue à la presse qui a été publiée aujourd'hui sur est-ce que vraiment l'école québécoise va aussi mal qu'on le dit? Et ce qu'on a dit, entre autres, Claude Lessard et moi, on était les deux là, qui ont contribué à cet article-là, cette entrevue-là. C'est que grosso modo, l'ensemble de nos jeunes vont bien. Néanmoins, on a toujours notre problème d'école à 3 vitesses et on a entre autres cette question-là. Et ça ressort bien dans l'article et ça, c'est important au Québec, la formation professionnelle en Ontario se donne après l'obtention du diplôme d'études secondaires. Et ça, c'est très bien ressorti parce que toute la question de la sous-scolarisation des garçons et la non-diplomation, il y a un élément qui reste en ligne de compte et même au niveau de la compétence en lecture. Donc, il y a une différence importante entre les deux réseaux là-dessus et ça ressortait très bien dans cet article-là qui a été publié ce matin. Cet article-là, je l'ai trouvé très intéressant. Bravo d'ailleurs. Il y a du positif, puis après ça, il y a des ondes d'ombre, ou en tout cas à faire attention. Moi, je trouve que les fondamentaux au Québec ne sont pas très positifs. Et ça touche 2 des fondamentaux dans mes nouvelles qui ont retenu mon attention. Il y a les bâtiments, donc on dépense une fortune dans les bâtiments, puis on va le voir. La formation des adultes à l'école, qui est un enjeu. La réussite scolaire globale et la réussite des garçons aussi, qui, à mon avis, fondamentalement, on est en retard. Je suis un peu plus pessimiste que toi quand je lis l'article, mais bon. Ce qui a retenu mon attention à moi, je parlais des bâtiments tout à l'heure. Donc, il y a plein de nouvelles. J'en ai 4 à partager sur les bâtiments. Il y a à Prévost, malheureusement, une école qui a pris feu, ce qui cause des ravages dans la communauté. Puis évidemment, on manque d'écoles au Québec, il y a beaucoup d'élèves. Donc, c'est sûr que la rentrée scolaire et l'année scolaire de ces élèves-là, de ce personnel-là et de ces familles-là va être très difficile pour les 2-3 prochaines années. Ça va prendre des années à reconstruire l'école et ça va être de la relocalisation
un peu comme un casse-tête là, avec les écoles de la région. Donc, on est tout cœur avec eux. Là. Déjà, de l'année scolaire, des fois, c'est long et ardu. Ça va l'être encore plus pour eux. Donc, c'est très, très dommage. En même temps, à Prévost, en janvier dernier, ils ont annoncé la construction d'une polyvalente au coût de 226 millions de dollars. Je répète, 226 millions de dollars. C'est de l'argent en tabarouette. Puis, fondamentalement, je pense qu'on n'a pas les moyens de se payer des polyvalentes à 226 millions. Pas parce que nos enfants ne le méritent pas, c'est trop d'argent. C'est trop d'argent pour toutes les polyvalentes dont on a besoin, toutes les rénovations d'écoles dont on a besoin partout au Québec. Puis je pense qu'on est un peu dans une spirale de les critères pour bâtir une école sont tellement grands que ça coûte une fortune. Mais plus ça coûte cher, plus on nuit à la construction des écoles et à la scolarisation de nos enfants. Petit parallèle que je ferais, c'est un peu comme les résidences pour personnes âgées. Les critères sont tellement élevés, entre autres avec les gicleurs, qu'on voit des résidences fermées. Donc, on n'aide pas la situation des personnes âgées en faisant ça. Et si tu permets, Carlo, à côté de ça, on a tout un réseau d'écoles privées qui sont bien entretenues. Et ce qui est fascinant, c'est que quand le privé décide de bâtir un nouveau gymnase, une nouvelle patinoire, ils n'ont pas à se mettre en ligne, en file d'attente par rapport à l'ensemble des projets du Québec, là. C'est Et vrai. il y a une question d'autonomie au niveau des écoles qui rentrent en ligne de compte, du financement des emprunts, etc., qui fait que ça va beaucoup plus vite et Bien, qu'on a un réseau privé beaucoup mieux, en beaucoup meilleur état présentement. Un dossier du Devoir de Zachary Goudreau de mai dernier montrait que les écoles privées, la construction de nouvelles écoles privées coûtait jusqu'à 50 moins cher que les écoles publiques pour plein de raisons administratives et de co-construction avec le milieu. Donc ça, c'est très, très révélateur. Ça ne peut pas continuer comme ça dans le public. Dernière chose que je vais mentionner avant qu'on aille avec notre sujet du jour, il y a une nouvelle mesure, une nouvelle directive du ministère de l'Éducation de juin dernier qui dit en fait que maintenant un enseignant qui est dans le réseau, qui a un bac, mais qui n'a pas nécessairement son brevet, en fait, qui n'a pas son brevet, mais qui est en inscription d'un cours menant au brevet, devient officiellement légalement qualifié. La personne n'est pas plus qualifiée qu'elle l'était avant son inscription. Elle est juste inscrite et elle devient légalement qualifiée. Et là, il y a un reportage qui est sorti aujourd'hui à Radio-Canada qui montre en fait que ces gens-là, aussi gentils soient-ils, mais maintenant passent devant les enseignants légalement qualifiés sur certaines listes de priorité d'attribution des postes parce qu'ils ont des fois plus d'expérience dans le milieu, mais moins de qualifications. Mais le gouvernement le reconnaît maintenant qu'ils sont qualifiés. Je trouve que ça va complètement dans la mauvaise direction. Et dans les fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, la qualité de la formation et des compétences du personnel, à mon avis, c'est fondamental pour le bien-être d'un réseau. Et là, je pense qu'on va dans la mauvaise direction avec ça. Écoute, Égide, allons tout de suite à notre sujet du jour. Quels sont les principaux défis de notre ministre de l'Éducation? Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents exclusifs à aidersonenfant.com, la ressource la plus utilisée dans les écoles du Québec pour outiller les parents avec bienveillance. Merci d'être ambitieux et de croire à l'importance de parler d'éducation autrement. Découvrez la plateforme sur aidersonenfant.com. Égide, je l'ai dit en introduction, on a une nouvelle ministre de l'Éducation en Sonia Lebel. Je pense qu'avec ce balado sur l'actualité éducative, puis on veut rehausser le niveau des conversations en éducation, ce n'est que pertinent que de parler des principaux défis de Sonia Lebel. Alors, on en a dressé quelques-uns, toi et moi. Je te laisse commencer. Donne-nous un axe sur lequel elle devrait travailler rapidement. Outre le fait qu'elle doit assumer la gestion courante là, des dossiers, la gestion courante du système éducatif là, avec les centres de services scolaires, il y a un premier dossier qui est extrêmement important sur lequel elle pourrait travailler tout de suite, parce qu'elle a à peu près une année devant elle et qui ne coûterait rien. C'est celui, conjointement avec sa collègue de l'enseignement supérieur, de mettre sur pied un comité consultatif, même, c'est pas une commission d'enquête, mais pas loin, là, sur le fait d'être capable de faire le portrait de ce qui se passe au Québec au niveau des services aux élèves handicapés et en difficulté, qui sont rendus de 280 000 au primaire, secondaire, et au collégial, on est rendu à 15 des élèves en situation de handicap. Donc, c'est les mêmes jeunes. Donc, il est grandement temps qu'on fasse un portrait global de ce qui se passe, comment on dépense les sommes importantes qui sont consacrées à ces jeunes-là, Oui. c'est quoi le facteur d'efficacité, et que par la suite, elles puissent venir avec des recommandations précises et aller en élection là-dessus. Ça pourrait être un dossier comme tel de l'éducation, ça, d'ici un an, là, lorsque les élections arriveront. Et c'est le genre de démarche qui ne coûte rien, qui est extrêmement importante. Notre politique d'adaptation scolaire date de près de 27 ans. Et c'est pourquoi j'aime ton idée, Gide, parce que
Autant l'éducation était la priorité de François Legault à son premier mandat, autant il a mentionné dans une entrevue récente que l'éducation n'était pas sa priorité pour cette dernière année avant les élections. Alors, la ministre Lebel est dans des souliers un peu différents de ses deux prédécesseurs, parce que là, ce n'est plus une priorité. On parle d'autre chose, on parle de laïcité, on parle d'économie. Alors, je pense que cette idée-là d'un peu je ne sais pas si tu appellerais ça des États généraux, mais en tout cas, ce forum-là de réflexion primaire, secondaire, cégep, université, permettrait aussi de recadrer l'importance de l'éducation pour la prochaine élection, parce que c'est probablement le maximum qu'elle peut faire d'un point de vue de perception aussi, la ministre. Oui, de le faire. Et de faire de toute manière en dehors des groupes d'intérêt de type syndicats, partis politiques ou gouvernement. C'est vraiment d'être capable d'avoir un état de la situation où l'opinion des parents et des jeunes va être extrêmement important. Ah ouais. On parle d'élèves en difficulté. Gilles, moi, un point d'importance capitale, à mon avis, un bon réseau de l'éducation, tout comme n'importe quelle organisation ou entreprise, pour avoir d'excellents résultats, bien, ça prend d'excellentes personnes à l'interne, des gens à leur place, compétents, qualifiés. En éducation, il y a un enjeu, là, il y a des pénuries, puis en plus, il y a de plus en plus de gens non légalement qualifiés. Moi, je lui dirais, Mme Lebel, portez attention au bien-être de votre monde et au soutien pédagogique de votre monde. Autant ceux qui sont qualifiés de ceux qui ne le sont pas, c'est essentiel. Et là, il y a des coupures qui ont été faites là, depuis juin dans les centres de services scolaires et les écoles, entre autres au niveau des conseillers pédagogiques et des récits qui sont ces regroupements-là pour former les enseignants. Revenez en arrière, redonnez de l'argent pour ces personnes-là qui sont fondamentales pour soutenir les enseignants, les enseignantes, les orthopédagogues dans le réseau. Ça ne coûte pas une fortune, on ne parle pas de 150 millions, là, les conseillers pédagogiques, puis ils sont essentiels au bien-être et à la qualité de l'éducation et ensuite à la réussite de nos jeunes. Ah, tout à fait raison. Et à ça, de toute manière, on pourrait très bien, par rapport à toute la situation de l'accueil des nouveaux enseignants, là, qualifiés ou sur le point d'être qualifiés, on pourrait revenir de toute manière avec une autre forme de réinvestiguer ou réanalyser la pertinence d'avoir un ordre professionnel d'un enseignant, de manière à avoir un organisme neutre qui détermine qui est qualifié et qui n'est pas qualifié pour exercer la profession d'enseignant. Et là, ça nous sortirait des conventions collectives, ça nous sortirait aussi des universités et ça nous sortirait aussi du ministère, dans le sens que c'est un organisme neutre pour protéger la qualité de l'enseignement. Mais ça, c'est un autre dossier qui est plus long. Gilles, ça n'arrivera jamais cette année. Ça prend du capital politique pour faire ça. Et la CAQ, à son premier mandat, en avait, puis ils ne l'ont pas fait. À leur deuxième mandat, ils ont eu une super majorité. Ils ne se sont pas lancés là-dedans. Il n'y a aucune chance qu'ils fassent ça cette année. Il en a néanmoins que plus on a des situations là, d'enseignants plus ou moins qualifiés, peut-être qualifiés, à un moment donné, ça prend un organisme qui tranche en disant qui l'est, qui ne l'est pas. Absolument. Et ce qui m'amène à mon deuxième mandat, là, aux deuxième question très importante pour laquelle il n'y a pas ça ne coûtera rien encore là. On ne peut pas tolérer, j'en mentionnais un article de la presse ce matin, on ne peut pas tolérer d'avoir un écart de 10 points de pourcentage au niveau de la réussite à l'école entre les garçons ontariens et les garçons québécois. Encore là, ça va prendre une forme de commission d'enquête ou, en tout cas, de commission consultative qui va faire le tour de la province pour déterminer quelles sont les variables, autant au niveau de la recherche que de la pratique, qui viennent favoriser la meilleure réussite scolaire des garçons ou d'aller contre la situation de sous-scolarisation des garçons. Et dans ce contexte-là, c'est encore une autre situation qui ne coûterait rien et une autre action qui ne coûterait rien qui pourrait débloquer sur des recommandations. Et si on voulait faire le pendant, il faudrait faire la même chose avec tout ce qui touche la question de la santé mentale et de la première soin en santé mentale au secondaire. Et là, ça toucherait les filles davantage que les garçons si on voulait balancer les deux dossiers. Ma dernière recommandation à la ministre Lebel, on en a parlé lors du premier épisode du balado, cette notion-là de prévisibilité dans le réseau. Et j'ai eu la chance de parler à 5 directions ou directions générales adjointes de centres de services scolaires au Québec dans les 2 dernières semaines. Et de façon unanime, ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent, les dernières semaines ont été terribles. Donc, stress, incertitude, il a fallu couper. Là, on arrive à un moment où on peut s'engager à rien. Donc, on doit juste faire le minimum avec les ressources qu'on a. On ne peut pas dépenser un sou de plus. Souvent, ils nous disent, il nous reste encore 2 millions à couper, 3 millions à couper. Donc là, on revient avec les conseillers pédagogiques et les autres adultes qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec les enfants, mais qui sont utiles aussi parfois ou souvent, qui sont coupés. Et en plus, les règles d'attribution de ce réinvestissement-là de 540 millions promis par le ministre Drainville avant son départ
Et conditionnel. Les conditions, c'est quoi? Le réseau va les connaître le 30 octobre prochain. Donc là, on est dans un flou, un océan de flou. Et une chose que devrait faire la ministre Lebel rapidement, c'est clarifier la situation budgétaire et les règles budgétaires et les conditions de façon à ce que le réseau puisse agir rapidement. Parce que sinon, on va être dans des mois à être sur une forme de pilote automatique qui régresse. Et ça, ça nuit spécifiquement et directement aux élèves maintenant. Tu as tout à fait raison. Et Mme Lebel a l'expertise, l'expérience, le genre d'habileté conceptuelle là, pour être Oui. en mesure justement de donner des réponses claires à ça. Si on regarde, sa carrière, le type de formation qu'elle a et les rôles qu'elle a tenus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, on a besoin de prévisibilité, mais quelque chose de véritablement très, très spécifique parce que c'est vraiment pas un cadeau d'être une direction d'école présente. Non, absolument. Et Gide, je trouve qu'on est allé à fond dans notre tour de table et dans les recommandations de la nouvelle ministre. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui encore et on se retrouve pour un prochain épisode là, dans quelques semaines. Toujours un plaisir. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WorkU, qui met en valeur celles et ceux qui s'engagent pour l'inclusion et la réussite des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Découvrez WorkU sur nureka.co. Elle vient de lancer son autobiographie intitulée Copo de Coco. Notre ministre de l'Éducation d'un jour est aujourd'hui la comédienne et animatrice Patricia Paquin. Patricia, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si je vais avoir de grandes réformes, mais on va tenter quand même d'y aller avec le cœur. Absolument. Ben, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Je pense qu'on a tous une expérience avec l'école, on a tous un chemin de vie, puis c'est ça qu'on veut aller gratter avec toi aujourd'hui. J'ai lu ta biographie. Félicitations. C'est très, très bon. J'ai découvert plein de choses sur toi. Je ne sais pas c'est quoi, c'est 180 pages à parler de ta vie. Mais quand toi, tu as à te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu te présentes en une phrase? C'est sûr que moi, je pense toujours à la maman avant tout parce que c'est mon quotidien, c'est ma vraie vie. Ouais. Alors, maman de 3 enfants, ça va de Florence, 10 ans, Gabriel, 15 ans et Benjamin, 23 ans. Et trois spectres, et le mot est bien choisi, trois Ouais. spectres, 3 défis différents, mais qui me comblent totalement. Et professionnellement, on pourrait dire comédienne, animatrice, humoriste et Ouais. entrepreneur. Puis là, maintenant, autrice. Tout ça, ça me fait beaucoup Autrice. rire parce que dans le fond, tu dis humoriste, oui, je fais des spectacles sur scène avec mon ex, c'est un spectacle d'humour, Les Ex-Séparables. Même mon Ouais. grand Benjamin vient sur scène avec nous. Mais est-ce que je suis humoriste? Non. Oui, j'ai écrit un livre. Est-ce que je suis auteur? Non. Euh, Comédienne, j'ai fait un rôle il y a 35 ans. Fait que, tu sais, fait que moi, tout ça, je le prends, je l'entends, mais Ouais. je me considère, tu sais, si j'arrive aux douanes, si on me demande ce que je fais dans la vie, je vais dire que je suis animatrice. OK, parfait. Dans ta bio, j'ai été surpris, il n'est quand même pas beaucoup question de l'école. On voit que l'école était un peu, évidemment, c'est Un peut-être la langue passage que tu as obligé? Oui, un passage obligé, puis tu avais des occupations professionnelles très jeunes Oui, dans ta vie. Quel genre oui. d'élève étais-tu? Puis c'est quoi la relation que tu avais avec l'école? Donc, j'aimais pas l'école, mais je m'en accommodais dans le sens où je savais que j'allais faire mes études. Puis moi, dans ma tête, je me rendais jusqu'au collégial, OK. cégep. Puis malgré tout, finalement, je m'étais inscrite à l'université en communication que finalement, j'y suis jamais allée parce que j'ai commencé à travailler dans chambre en ville en me disant: «Je vais y aller plus tard», mais Ouais. finalement, chambre en ville, tout tout a déboulé et j'ai jamais arrêté, professionnellement. Mais donc à l'école, j'aimais pas tant ça, mais j'y allais, tu sais, j'en faisais pas de cœur. Pas super bonne, mais pas mauvaise non plus. OK. Je te dirais que le français, les cours, tout ce qui est pas tout ce qui était pas, sciences, mathématiques, je m'en sortais bien là, oui. OK. Est-ce que ça fait de toi une bonne joueuse au tricheur quand il y a des questions mathématiques? Non. Non. Mon Moses! En plus, si tu mêles le fait qu'en plus, au tricheur, il faut aller vite, puis sous le stress, tout ça, non, Ouais. non, non, je suis horrible. Horrible, horrible, horrible.
C'est bon. Allons-y, ministre de l'Éducation, Patricia Paquin. Oui. Vous avez été nommée par le premier ministre hier soir. Vous arrivez au bureau, votre équipe est là et vous attend. Les médias sont de l'autre bord de la porte. Quelle est votre première réforme ou votre première grande décision? OK, là, j'ai pas à gérer des autobus qui ont pris en feu. Non, 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 on est plus dans OK, de parfait. l'ambition, là. OK, parfait, on y va du contenu. Ouais. J'ai trouvé l'école difficile parce que, entre autres, j'haïs ça être assise sur une chaise. OK. Je me lève dans les meetings, je me lève, je bouge, je fais je fais des exercices. Puis de faire vivre ça à des enfants qui sont déjà en plein développement, qui ont besoin de bouger, je trouve ça aberrant. Fait que moi, j'aime bien le concept de la classe multifonctionnelle où il y a des tapis pour aller lire, où il y a des chaises ballons qui permettent de bouger. Encore mieux si tu as des vélos qui te permettent aussi de faire une activité pendant que tu fais autre chose. Je sais que tout ça coûte cher, mais, mais je trouve ça aberrant qu'on laisse nos enfants assis sur des Ouais. chaises toute une journée. Fait que moi, j'essaierais de trouver des solutions pour ça. Tu as raison que c'est beaucoup demandé, je pense, à des jeunes de 6 ans, 7 ans, 8 ans, Les d'être garçons, assis. peut-être pire que les filles. Est-ce que toi, tu as vu une différence avec tes enfants? Évidemment, c'est des anecdotes là, quand on prend des cas Moi, isolés comme ça, mais ouais. la petite école de quartier où on habitait avant, à Saint-Jean-Baptiste, mes enfants, Gabriel, entre autres, a été dans une classe double. Donc, Les classiques? il y avait 4 et 5 Oui, OK. en même temps, où ça, c'était Florence, puis l'autre, c'était 5 et 6. Peu importe, on a compris le concept. Et ils avaient accès à ça. Il y avait même des poules dans la classe, des lapins. Donc, il y avait quelque chose de plus lumineux, ludique. Tu sais, une classe, ça peut être austère longtemps. Fait que l'environnement Ouais. de travail est important. Puis, tu sais, ça se peut aussi que notre enfant, il ait faim, il ait le goût de manger une bâtonne, il ait le goût. Écoute, on est au travail, nous, puis on se lève, on va se chercher un café, on a une petite conversation à la cafetière, on revient, on peut prendre une banane dans notre sac, on a le droit de la manger, puis ça fait pas de nous des gens dysfonctionnels, au contraire, Ouais. on est là, on est apte au travail. Fait que de demander ça à nos enfants, je sais, là, ils ont des récréations, ils ont une bonne heure de dîner, mais quand même, je pense qu'on pourrait leur offrir plus. Florence, qui est ma fille de 10 ans, c'est ça, je l'ai dit tantôt, Florence est dans une classe, dans une école où ils offrent aussi des classes vertes, fait qu'ils sortent Ah, dehors au moins 2 fois par semaine, ah, minimum. wow. Ça, c'est outre les cours d'éducation physique, puis, mais tu sais, ils vont dehors, puis ce que nous disait le professeur au début de l'année, c'est évidemment orage, tempête, grand froid extrême, on n'est pas des caves, on va les garder à l'intérieur. Ouais. Mais sinon, même si c'est un peu de pluie, même si c'est pas la température idéale, pourquoi pas? Puis moi, Ouais. je trouve que c'est une excellente idée. Dans ta biographie, j'ai compris que tu avais découvert les joies du plein air et de la chasse et pêche aussi, grâce à ton mari. Est-ce que ça revient à cette idée-là de la nature? Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des classes flexibles? Donc, ce que tu mentionnais, là, tu Mhm. sais, des ballons, Oui. des sofas, des tables Voilà. pour l'intérieur. Est-ce que d'aller à l'extérieur de façon plus systématique et pas dans la même veine qui permet aussi de reconnecter avec la nature et, je pense, la vraie vie, hein? Tu sais, la vraie vie, justement, La vraie vie, c'est pas d'être tu assis devant un pupitre, là. autrement, tu apprends différemment. Oui, tu peut-être assis sur une souche, Ouais. mais puis les exemples aussi peuvent venir de il y a moyen de faire des mathématiques à l'extérieur avec des compter des arbres ou, tu sais, il suffit d'être un peu imaginatif, puis je pense que nos enfants, ils accrochent à ça, tu sais. Absolument. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres réformes ou d'autres décisions que tu aimerais mettre en place comme ministre de l'Éducation d'un jour? Bon, alors là, ce serait vraiment ma principale. Puis, comme ma sœur Dominique est professeure en maternelle, donc OK. petite enfance, là, puis manque un petit peu de soutien. Parce que quand elle a un groupe d'une vingtaine, là, plus d'enfants,
puis que, tu sais, ils sont tous à l'apprentissage, là, ils viennent d'entrer à l'école. Donc, on peut parler des fois des petits justement, la propreté, à prendre justement toutes les consignes, faire sa boucle de Ouais. chaussures. Tu sais, tout ça, ça demande plus de temps. Puis il y a des enfants qui ont des besoins particuliers aussi. Donc, un professeur tout seul peut pas y arriver. Alors, les gens qui viennent en support sont primordiales. Puis ça fait juste que l'attention du professeur peut aller, oui, avec le jeune qui a besoin d'aide, mais aussi pas pénaliser tous les autres. Ouais. Tu Oui, sais. puis ça évite que les enseignants aussi, tu sais, cette surstimulation-là ou cette surdemande-là envers les enseignants, enseignantes, entre autres en maternelle, ça fait qu'on est souvent, tu sais, dans l'échelle d'intensité à 9-10, mais d'avoir un autre adulte qualifié en classe qui peut répondre à certaines Mhm. demandes, ça abaisse le niveau, puis ça rend probablement ces gens-là encore plus, au-delà de l'attention, encore plus aptes à être toutes là pour les enfants qui ont des petits ou des Tout grands à besoins, fait. ou tous les enfants de la Tout à classe, hein. fait. Alors, fait que là, je prêcherais pour ma sœur. OK, Mouche. c'est bon. En fait, contente de t'entendre. Parfait. Euh, Toi qui observes la jeunesse à travers tes enfants puis à travers tes occupations personnelles et professionnelles, comment tu la trouves, notre jeunesse? Quelles sont leurs grandes forces, peut-être, que la jeunesse d'aujourd'hui a, que nous autres, on n'avait pas là, il y a 20-30 ans? Ben, ça doit pas être si différent que ça. Juste, ce week-end, mon fils a eu 15 ans et il nous a demandé de faire un party à la maison. OK. Alors une trentaine de jeunes, qui font la fête, des gars, des filles. Bon là, 15 ans, là aussi, on est dans la découverte. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'était le party, on est dans les premières expériences, OK? Puis là, je les regardais, tu sais, fêter, puis je me revoyais aussi, tu sais, là, les filles sont là, les gars savent pas comment, réagir, sont bien Ouais. moins caves d'ailleurs quand il y a des filles. Ils sont Oui, c'est je le ça. dis avec amour, là, mais parce que là, ils se tiennent un petit peu plus. Je les regardais, puis je me dis: «Oui, j'ai fait la même chose, exactement la même chose». Demander aux parents de partir parce qu'ils veulent pas, Ouais. avoir l'air des enfants, mais dans le fond, c'est encore des enfants, tu sais, il faut les tenir quand même. Fait que Ouais. d'une part, je trouve que ils ont pas tant changé, puis comme maman, ben, je les regarde, puis je les trouve beaux. Tu sais, quand tout est en train d'émerger, la personnalité, les premières expériences. Je parle aussi de ma petite de 10 ans là dont la personnalité, on On la capte là découvre. de Ouais. ce qu'elle va devenir. C'est formidable, c'est formidable. Puis moi, je trouve qu'on est privilégiés, oui, comme parents, mais tu sais, j'imagine que pour les professeurs, c'est la même chose. De voir tout ça Mm. émerger, ça en est même touchant. C'est Puis, vrai. tu sais, j'ai regardé les jeunes qui disaient: «Madame, avez-vous besoin d'aide? Ah, laissez-moi, je vais le faire ça». Tu sais, Ah ouais. sont cute, sont vraiment cute. C'est dans ces moments-là, souvent, comme parents, on est fiers. Tu sais, des fois, le quotidien est lourd et rugueux, mais quand on Oui. les voit avec d'autres ou dans la vraie vie, L'interaction, puis là, on puis voit leur, aussi leur ce que vrai. les autres. Ouais, Oui, vas-y. c'est ça. Puis ce que les autres ont à dire de nos enfants. Mon Ouais. Gabriel a commencé à travailler, des job-ins, puis tout ça. Puis quand les autres te disent: «Hey, il est vite, il comprend tout», tu sais, tu fais comme: «Ah OK, fait que finalement ce que je dis, il est Oui, mis en application», tu sais, voilà. on Puis a fait quelque chose de l'humour, bien. oui, tout à fait. Puis l'humour aussi. Moi, je me rappelle, tu sais, mon Gabriel, il est plus comme son père. Tu sais, c'est un garçon plus sérieux, parle pas pour rien dire. Tu sais, je disais comme son père, là, pas comme sa mère. Puis quand je suis arrivée à une rencontre de professeurs, puis que le professeur m'a dit: «Mais il y a beaucoup d'humour, votre enfant». Il dit: «C'est celui qui comprend le plus mes jokes». Puis, il y a toujours le petit sourire en coin. Oh, la fierté de la maman. Là, j'étais contente. J'étais Il là, y a, finalement, il y a un petit il a peu de moi, finalement, il cet a enfant-là. développé Ouais. quelque chose qui m'appartient. Ça serait quoi, selon toi, Patricia, le plus grand défi que cette génération-là de jeunes va devoir affronter dans leur vie? Tu sais, on n'arrête pas de chialer contre les écrans, puis, bon, les réseaux sociaux et compagnie, mais,
Tu sais, puis l'intelligence artificielle qui en est à ses balbutiements, mais on voit combien ça peut être utile tout Ouais. en étant en même temps, oh my God, on s'en va où avec ça? Fait que moi, je pense, puis ils sont armés parce qu'ils ont grandi avec ça. Fait que moi, je pense que ça va être un atout pour eux, OK. tout ce qui est informatique. Puis les réseaux sociaux, ben, c'est peut-être une passe. Peut-être que, tu sais, je sais pas quel serait le pendant pour nous, les jeux vidéo. Tu sais, moi, c'était beaucoup la télévision. Puis, Ouais. tu sais, les gens étaient là, ah, la télévision, faut pas que les jeunes en écoutent trop. Puis, tu sais, je le dis dans mon livre, à ce compte-là, moi, je serais une plante verte aujourd'hui parce que j'ai beaucoup regardé la télévision. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'il faut leur faire confiance, puis Mmh. il faut, oui, c'est à nous à mettre des balises, mais moi, je pense qu'il faut leur faire confiance, puis au contraire, tout ça sera un atout pour eux parce qu'ils ont baigné là-dedans. OK. Madame Patricia Paquin, ministre de l'Éducation d'un jour, votre journée se termine, vous êtes en classe, vous êtes allé faire une visite, serrer des mains pour prendre des photos pour les Kodak puis les journalistes. Tout le monde est parti, puis vous décidez de laisser un mot au tableau pour les jeunes quand ils vont revenir le lendemain matin. Quel mot, quelle phrase est-ce que vous écrivez au tableau? Bon, ça s moi, je laisserais pas une phrase, là, j'essaie de penser vite en même temps, heu, trop moralisatrice. Quoique, moi, ma mère était professeure de diction et puis, donc on apprenait des fables, heu, OK. donc les fables de La Fontaine. Puis là, je rigole parce que, cette fable-là, d'habitude, je la dis quand je suis saoule. Bon, comme si j'étais saoule à tous les vendredis soirs, là, vous comprenez? C'est une fable que j'avais apprise petite, qui était Le laboureur et ses enfants, donc de Jean de La Fontaine. Puis peut-être que je pourrais leur laisser la fable parce qu'en bout de ligne, ce que ça dit, c'est que le père, avant de mourir, il dit à ses enfants, je veux vous le dire là, il y a un trésor de caché sur le terrain. Fait que, faites ce qu'il y a à faire pour le trouver parce que, vous êtes les seuls à le savoir. Fait qu'évidemment, le père, il meurt et là, les enfants, vous labourent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que labourer un champ, c'était un trésor parce que, ils ont eu, les fruits de leur Mmh. récolte, le travail finalement. Donc, peut-être que je ferai un petit lien comme ça. OK. Le travail, quand on se donne vraiment la peine, quand on travaille fort pour quelque chose, premièrement, il y a la fierté. Tu sais, quand on remet notre devoir puis qu'on l'a bien fait, qu'on ne l'a pas botché à la dernière minute parce qu'on dit: Fallait que je mette mon devoir demain matin». On Tellement. est fiers, on est content de notre recherche aussi, tu sais, puis d'avoir accompli quelque chose. Fait que, faut que les jeunes, ils comprennent que cette fierté-là, ben, elle vient avec des résultats, puis des résultats, ben, on a de quoi être fiers. Patricia Paquin, ministre de l'Éducation d'un jour, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors voilà, c'est un bel épisode riche en actualités et en conseils pour la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, et aussi en inspiration avec notre ministre d'un jour, Patricia Paquin. Alors on se quitte toujours avec la même conviction, l'éducation, ben, c'est l'affaire de tout le monde. Abonnez-vous pour manquer aucun épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.